Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche sur France 2 pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste que nous consacrons aujourd'hui à un sujet essentiel et sensible, la résilience. Les événements traumatisants entraînent fréquemment des crises existentielles qui font émerger des interrogations sur le sens de la vie, de la souffrance et de la justice dans le monde. Deuil, maladie, violence, comment font ceux et celles qui ont subi de profonds traumatismes et qui pourtant sont parvenus à se reconstruire sans tomber dans la dépression? Peut-on définir les différentes étapes de ce long processus? Je vous propose de retrouver sans plus attendre, pour en parler, notre invité Christophe André. Christophe André, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, où vous animez des groupes de méditation pour vos patients et vous êtes spécialiste de la psychologie des émotions. Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai, Christophe André, que ce terme de résilience, on l'entend fréquemment, un peu employé à tort et à travers. Comment est-ce que vous le définissez, ce terme? Alors, en psychologie, la résilience, c'est la capacité à traverser une épreuve, à s'en remettre, à ne pas rester brisé, marqué à vie et défavorablement par cette épreuve, mais aussi à pouvoir se remettre à fonctionner, j'allais dire, comme un être humain normal, à se remettre à être heureux, à se remettre à apprécier l'existence, ne pas garder une vision sombre ou douloureuse de l'existence à cause de ce qu'on a vécu. Et certains auteurs disent même qu'au fond, le bout du bout de la résilience, c'est d'être plus fort, plus riche, plus heureux après l'épreuve qu'on ne l'a été auparavant. Mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais simplement redevenir vivant après avoir failli mourir psychologiquement ou physiquement, redevenir pleinement vivant. Alors on imagine que c'est le fruit d'un long processus. Alors la résilience, effectivement, relève d'un processus, un petit peu comme le deuil. Ce ne sont pas des passages psychologiques par déclic. Dans la résilience, il y a évidemment d'abord la phase qu'on pourrait appeler la phase de résistance à l'adversité, lorsque je suis soumis à une adversité exceptionnelle, soit par son intensité, une catastrophe, une agression, soit par sa durée, la résilience des personnes qui ont été victimes d'inceste ou qui ont été prisonnières de camps de concentration, des choses comme ça. Lorsque je suis soumis à ce type d'événement, effectivement, eh bien déjà, il va falloir que je tienne bon. Là, il ne s'agit pas d'être heureux, de m'épanouir, mais juste de rester un être humain, de ne pas être déshumanisé, de ne pas être durci, de ne pas mourir parfois physiquement. Puis après, il va y avoir la phase de sortie de cette adversité, la phase où tout à coup on est libéré de l'horreur, mais on se sent différent des autres personnes qui n'ont pas connu l'horreur. Quand on a réchappé de quelque chose de très douloureux, on n'est pas comme les autres et on a l'impression que les autres ne comprennent pas. Quand je sors de plusieurs mois de torture parce que j'étais un prisonnier politique, je trouve que tout le monde est très léger, très superficiel, ne se rend pas compte. Si je suis une femme qui a été violée, je trouve que les autres femmes ne se rendent pas compte à quel point les hommes peuvent être des agresseurs, etc. Donc cette deuxième phase de reprise de contact avec le monde, entre guillemets, normal. Et puis après, la troisième phase où je vais soit m'autoriser, soit travailler à reprendre goût à la vie, malgré tout ce que j'ai vécu. Donc tout ça peut prendre beaucoup de temps, parfois quelques années, au minimum quelques mois. Et donc en fait, en ce qui concerne la dernière phase notamment, il faut aussi évacuer la notion de culpabilité, c'est ça? Elle est très importante, oui, parce que souvent on a ce qu'on appelle le syndrome du survivant. Par exemple, lorsque j'ai été pris dans une adversité avec d'autres personnes et que certaines d'entre elles n'y ont pas survécu ou ne s'en sont pas remises, restent marquées à tout jamais ou ont décédé, évidemment, c'est très culpabilisant d'être parfois le seul en vie ou un des seuls en vie. Et paradoxalement, alors que ces personnes n'y sont pour rien, elles peuvent se sentir anormalement, de façon excessive, coupables. De quoi l'entourage ne le comprend pas, mais elle, c'est juste coupable d'avoir survécu. Alors, on imagine que pour que ce processus se fasse, eh bien, il faut que l'entourage soit présent. On parle d'ailleurs de tuteurs de résilience, je crois. Oui, ça c'est très important. C'est pour souligner que cette résilience n'est pas seulement une force personnelle, mais aussi la capacité de trouver des ressources, la capacité de continuer de croire en l'être humain et d'avoir la chance assez souvent, soit
parce qu'on a intériorisé des valeurs ou des modèles humains qui nous servent dans l'adversité. On sait que ces gens existent et ça nous donne foi en l'avenir, soit parce qu'on va rencontrer des personnes qui auront des comportements bienveillants, amicaux, malgré l'horreur dans laquelle on se trouve. Et puis, les tuteurs de résilience vont beaucoup compter aussi dans la phase ensuite de reconstruction. Donc, l'intérêt conceptuel de cette notion de tuteur de résilience, c'est de nous rappeler que c'est très rare que ça ne vienne que de nous, comme beaucoup de choses et beaucoup de forces dans notre vie. Alors, il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur cette question de la résilience, c'est Boris Cyrulnik, et il nous dit « Le point de départ d'une résilience réside dans la volonté farouche de prendre son destin en main ». Vous êtes d'accord, Christophe André? La force de prendre son destin en main, ça c'est très vrai. C'est-à-dire la grande menace, lorsque je suis exposé à une adversité sévère, c'est de sombrer, d'avoir le sentiment que je suis impuissant, qu'il n'y a rien à faire et que l'avenir est totalement bouché. Donc, c'est l'opposé de l'impermanence, par exemple. J'ai le sentiment que tout est figé et que plus rien ne bougera, que la souffrance sera éternelle, que mon impuissance sera éternelle. Là, ce que souligne Boris Cyrulnik, lorsqu'il parle de cette volonté farouche de prendre son destin en main, c'est effectivement que les personnes résilientes vont se dire « Non, non, c'est pas possible, quelque chose va finir par changer, je vais y arriver ». Par contre, la citation sortie de son contexte sous-estime un petit peu ce dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est le besoin que je vais avoir des autres, soit par leur présence réelle, des figures secourables, même si elles n'arrivent pas à m'arracher à l'adversité, elles vont m'apporter de la consolation, de l'estime, du respect, soit des figures intériorisées. Le fait d'avoir connu des personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont soutenu avant d'être confronté à l'adversité, peut être une façon de la part de ces personnes de continuer à m'aider. Et là, je ne suis pas tout seul en réalité, je suis seul physiquement, mais moralement, je sais que ces personnes m'ont aidé, m'ont aimé, que je rencontrerai d'autres personnes qui pourront m'aider, qui pourront m'aimer. Je garde foi dans le genre humain. Ce qui est une des grandes menaces par rapport à la résilience, c'est perdre totalement confiance dans l'avenir et dans le genre humain. Alors vous l'avez souligné, ce n'est pas toujours évident. Et c'est vrai que certaines études ont démontré qu'il y avait des mécanismes aussi pour se protéger et pour ne pas rentrer dans la résilience. Alors ça peut être la mise à distance, l'humour, et cela à tous les âges, hein, Christophe André. Oui, oui, c'est ce qu'on appelle en psychologie les mécanismes de défense. Le déni, la projection, l'humour, la distanciation. Donc, alors, ces mécanismes de défense, il ne faut pas les sous-estimer. C'est-à-dire, vous savez, quand on est confronté à l'adversité, quand on souffre, tout peut être bon dans un premier temps pour diminuer notre souffrance. Le problème de ces mécanismes de défense, c'est s'ils deviennent systématiques. Si je traite chaque situation par de la dérision, par de l'humour, par du déni, par de l'agressivité, que sais-je encore, si je n'ai au fond que très peu de cordes à mon arc, si je fais toujours la même chose, là je suis en danger. Ce qui caractérise aussi la résilience, c'est une relative flexibilité, une capacité d'utiliser des mécanismes de protection pour ne pas sombrer dans le désespoir, dans la dévalorisation, dans la perte de confiance envers l'avenir, d'utiliser le plus grand nombre possible de mécanismes. Donc, mais c'est comme ça souvent en psychologie. Ce qui signe le fonctionnement normal, ça n'est pas utiliser tel ou tel mécanisme, c'est avoir une gamme de réponses à ce que me demande ou ce que m'impose l'environnement. Alors on dit aussi que la notion de pardon est essentielle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, oui, le pardon, c'est quelque chose de libérateur. C'est-à-dire, vous savez, dès qu'on parle de résilience, on parle de souffrance. Beaucoup de nos souffrances vont pouvoir venir d'autres personnes qui nous maltraitent, qui nous agressent dans des situations, des situations de maltraitance que subissent certains enfants ou même certains adultes, de violence physique, sexuelle, morale. Quand j'ai pu m'arracher ou quand on m'a aidé à m'arracher à ça, qu'est-ce que je garde dans ma tête comme relation avec là ou les personnes qui m'ont fait souffrir? Est-ce que je reste dans le ressentiment, dans la haine, dans le désir qu'ils souffrent à leur tour? Ou
Est-ce que je me dis que ça n'arrangera rien? Ça me donnera peut-être un petit soulagement, et encore pas très durable à mes souffrances. Ça n'arrangera rien à la marche du monde. Et est-ce que je me dis que ça n'est plus mon travail, que la justice va faire son travail, mais mon travail, c'est me libérer, faire que ces souvenirs de violence, d'adversité ne continuent pas de m'empoisonner à distance. Et tant que je n'ai pas pardonné, je reste prisonnier de ces violences. Mais les conditions du pardon, elles sont importantes. Il faut d'abord qu'il y ait une justice. Si la justice n'est pas rendue, c'est très compliqué de pardonner, de voir les coupables, les méchants, entre guillemets, les agresseurs parader et continuer comme s'il n'y avait rien eu. Donc, le pardon nécessite un ordre social où la justice est rendue. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que le pardon nécessite la liberté. On ne peut pas contraindre quelqu'un à pardonner. Il faut que ce soit son choix, et ce choix apparaît le jour où la personne comprend qu'en ne pardonnant pas, elle reste prisonnière de son passé. Puis un troisième point, c'est qu'aussi pardonner, ça n'est pas dire que rien ne s'est passé, ou ça n'est pas dire ce n'était pas grave, ça n'est pas non plus rencontrer nos bourreaux, nos agresseurs et de redevenir amis avec eux, c'est décider de ne plus détester. Et c'est une décision pas toujours facile à prendre, là encore. Et est-ce qu'il y a d'autres qualités spirituelles essentielles qu'il vous semble important de développer dans ce cas de la résilience ? Dans la résilience, effectivement, toute la vie spirituelle est importante. Et la foi peut donner beaucoup de force lorsque je suis en situation de grande adversité, parce qu'elle va au moins me permettre, par exemple, si c'est une foi laïque, si j'ai foi en l'humanité, je sais que parmi les humains, il y a des gens qui peuvent faire du mal, mais je sais que la majorité des humains préfèrent faire le bien et font plus de bien que de mal. Je peux avoir foi en un Dieu qui veille sur moi et qui, quoi qu'il m'arrive, m'aidera au bout du bout. Je peux avoir foi en l'avenir. Donc tout ça, évidemment, ça peut beaucoup m'aider en matière de résilience. Alors juste un dernier mot avant de nous quitter, pour dire quand même que la résilience ne concerne pas que les humains. Oui, c'est vrai qu'on devrait normalement élargir la résilience au monde vivant, parce que la Terre peut être résiliente ou ne plus l'être. Malheureusement, les océans, nous fonctionnons comme s'ils étaient résilients à l'infini. On jette n'importe quoi dedans, on les pollue. Et jusqu'à présent, ils ont été bons avec nous. Ils ont nettoyé, filtré, ils ont continué à nous donner de la nourriture. Ils se sont montrés résilients par rapport aux misères qu'on leur a faites subir. Est-ce que ce sera éternel? Et est-ce que, pour ne pas trop pousser, tester leur résilience, la résilience des terres qu'on maltraite avec les engrais, les pesticides, etc., la résilience des océans qu'on pollue, est-ce que nous ne devrions pas muscler considérablement notre conscience écologique? La résilience est une vertu, mais elle n'est pas une certitude. Les humains peuvent résister à beaucoup d'adversités, mais au-delà d'un certain seuil, ils craquent, ils meurent. La nature, la terre, les océans, les animaux, c'est exactement pareil. Nous sommes tous régis par ces mêmes principes. Nous allons nous quitter sur ces très belles paroles. Merci Christophe André. Merci à vous. Et avant de terminer cette émission, je vous propose quelques pistes de lecture. Avec tout d'abord le livre de notre invité, Méditer jour après jour aux éditions L'Iconoclaste, 25 leçons pour vivre en pleine conscience et qui peuvent nous aider entre autres à travailler sur cette question de la résilience. Résilience, connaissance de base, sous la direction de Boris Cyrulnik et Gérard Jorland, publié chez Odile Jacob. Vous y retrouverez une réflexion sur l'origine du concept de résilience, ses différents aspects, mais aussi ses limites. La résilience, ou comment renaître de sa souffrance, aux éditions Faber, toujours sous la direction de Boris Cyrulnik, avec cette fois Claude Seron. Et enfin, La résilience, de Serge Tisseron, dans la collection Que sais-je, aux presses universitaires de France. Vous pouvez revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite un très, très beau dimanche.